Alors je vais demander à la régie de nous diffuser les images que vous voyez en direct en ce moment, parce qu'on a réussi une petite prouesse technique, hein. On vous retransmet en direct ce que voit Nicolas dans son Vision Pro. Je vais mettre les... Vous le voyez, c'est-à-dire qu'il voit ce qu'on voit nous, hein, donc le plateau, etc. Sauf qu'en surimpression, vous voyez des informations. C'est l'une des particularités de ce masque. Là, typiquement, voilà, on retrouve les applications familières un peu d'Apple qu'on a l'habitude d'avoir sur notre iPhone, sauf que là, on a l'impression qu'elle flotte. Voilà, on arrête la démo là, tout simplement pour vous donner envie de nous suivre, parce que tout à l'heure, on fera une vraie démo avec Nico. Tu veux le garder ou pas? Peut-être l'enlever, le temps de discuter. Ouais, parce que tu risques d'avoir un peu chaud. Ce qui est rigolo, dernière chose, Julien, c'est qu'on voit le visage de Nico dans le masque là. Alors ça, c'est exactement la fonction que je voulais voir, et donc je suis très heureux de la voir, parce qu'on a beaucoup lu que cette fonction EyeSight, qui est en fait tout un système d'écran, de lunettes, qui permet de donner l'impression qu'on voit les yeux de la personne à travers le masque. En fait, c'est un écran, hein, donc c'est une projection. Que ce système, selon les critiques, fonctionnait plus ou moins bien, n'était pas très réussi. Et là, je dois dire que je vois Nicolas, ça rend très bien, je trouve, malgré les yeux. Malgré un éclairage très fort sur le studio. Il y a un peu de buée à l'intérieur. Alors on a un peu de buée. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que je vous filme. C'est-à-dire que le fait que ce soit blanc veut dire que l'utilisateur du Vision Pro est en train de filmer les gens, pour vous avertir que ce qui se passe actuellement est retranscrit la télévision. Ok, donc c'est un warning de sécurité, de vie privée. Si je arrête de filmer, vous allez juste voir mes yeux, et si je mets un film, ça va être remplacé par de la lumière bleue pour indiquer que je ne vous vois pas. Et alors, ce qu'il y a de dingue, donc pour vous expliquer, pour tous ceux qui sont à la radio, on voit dans le masque les yeux de Nicolas. Mais c'est pas ses vrais yeux. C'est bizarre de dire ça, mais en fait, c'est la retransmission vidéo de tes yeux. C'est ça. C'est ça. En fait, quand je configure le casque la première fois, j'enregistre mon visage en 3D. Si j'ai un retour en direct, je peux même montrer à quoi je ressemble en 3D dans le casque. Vous allez voir ça. Et en fait, avec ce personnage, Apple crée une sorte de moi virtuel et le projette sur l'écran. Le fameux persona. Là, vous me voyez, je vais essayer de l'approcher pour qu'on le voit encore plus, mais du coup, on voit justement ce personnage en direct. On dirait un petit peu que j'ai fait une anesthésie des dents, un peu du mal à bouger au niveau des animations. Ou alors que tu as fait un lifting un peu trop fort, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Le chirurgien y est allé il est allé au maximum. Un peu fort, mais en tout cas, toute la partie au niveau des yeux, c'est ce qui apparaît dans l'écran, mais ce n'est jamais moi, parce qu'il n'y a pas de caméra vraiment qui filme mes yeux en temps réel. Par contre, ça surveille mes yeux, ça sait quand je ferme l'œil droit et pas l'œil gauche, et donc ça va reproduire ça sur l'écran externe. Alors, tu peux enlever le masque maintenant. Allez, c'est parti. On y reviendra tout à l'heure parce qu'on voit on aimerait bien voir ton vrai visage. Je vais avoir une trace rouge normalement. Bonjour. Non, ça va. C'est vrai? Bon, tant mieux. Ça va. Évidemment, on a des millions de questions à te poser. On va essayer de chapitrer un peu cette émission puisqu'on est ensemble jusqu'à 21h10 environ pour évoquer ce sujet. Alors, il faut savoir que tu es journaliste à Numérama, qui est un site qui évidemment traite de toute l'actualité, tech notamment, mais pas que. Hein, ça va, c'est assez sociétal. Et ce qui est intéressant, c'est que vous vous êtes dit, on va partir aux États-Unis, acheter le Vision Pro, comme un Américain moyen, en fait. Enfin, moyen. Ou moyen, aisé. Comme un Américain fortuné moyen, on va dire. Parce qu'on reviendra sur le prix tout à l'heure. Et donc, tu es parti ce week-end. On t'a suivi sur les réseaux. Tu as pris ton avion, avec JB de The E-Collection, d'ailleurs, qui est on est parti ensemble. Un pote commun, et qui sera d'ailleurs dans De quoi je me mêle, JB, avec son Vision Pro vendredi prochain. Tu es parti là-bas. Raconte-nous un peu comment ça se passe. Donc, tu étais à New York. Oui, j'étais à New York. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que nous, on a eu la chance sur Numérama d'être dans les premiers médias à essayer le Vision Pro en juin 2023. Évidemment, ça a été une claque. Je pense que toutes les personnes qui l'essayent, il y avait Melinda de la rédaction de Tech&Co Melinda fait aussi partie des premiers heureux élus, entre guillemets. On a adoré ce produit. On avait envie vraiment de suivre son évolution. On a beaucoup couvert ces derniers mois tout ce qui se passait dans cette industrie qui était vraiment en reconstruction avec l'arrivée d'Apple. Et on a ressenti une certaine frustration en comprenant petit à petit que tous les nouveaux tests se faisaient uniquement avec les testeurs américains, que le produit ne serait évidemment pas disponible en France et donc que ça voudrait dire qu'il allait falloir attendre plusieurs mois pour aller tester le produit. Donc en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que ça valait le coup. Il n'y a pas un lancement Apple tous les ans comme ça, ça arrive une fois tous les 10 ans. Il me semble que tu étais, toi François, au lancement de l'iPhone en 2007, donc tu sais très bien de quoi je parle. On s'est dit que
La relève. Voilà, là, c'est Nicolas Lelouch. J'ai tout appris. Non, mais c'est dingue. C'est vrai qu'avec mon camarade Jérôme, on était en 2007. En 2007, ouais. Eh bien, à l'Apple Store à New York. Au même endroit que nous, 17 ans après. Pour acheter l'iPhone. En fait, le premier iPhone. Voilà, donc ce qu'on s'est dit, nous, c'est que c'était dommage, en fait, de se limiter à ce non-lancement en France, et que si on voulait être le média de référence sur cette nouvelle technologie, sur ce que vont faire les concurrents, sur est-ce que l'informatique spatiale peut remplacer l'informatique 2D, comme Apple le dit, il fallait qu'on soit les premiers à l'avoir, il fallait qu'on participe à ce lancement, qu'on le couvre, qu'on aille rencontrer les gens sur place qui vont l'acheter pour comprendre pourquoi ils le font, pourquoi ils dépensent autant d'argent pour un nouveau produit. Et donc, on a eu un petit peu cette idée folle de se dire, allez, on y va. Lâchons 4000 balles pour acheter un casque et ramenons-le en France. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à New York ce week-end pour acheter le Vision Pro. Tu l'as précommandé très tôt, parce que les précommandes se sont ouvertes le 19 janvier, je crois. Ça devait être ça, un vendredi. Dans ces eaux-là. Tu l'as commandé tout de suite. Oui, on a eu le go tout de suite. Pas le choix, on l'a commandé, ça a ouvert à 14h, à 14h03 la commande était faite. Il y avait, je crois, 20 minutes après, il y avait des ruptures de stock, c'était sur un mois d'attente, donc fallait être rapide. Donc là après, c'est vraiment le parcours client normal, hein. Tous les gens qui ont voulu acheter le produit sont passés par la même chose. Et une fois qu'on avait le Vision Pro sécurisé, c'est là qu'on a pu se dire, ok, allons-y, on s'occupe de réserver tout ce voyage et on va couvrir ce lancement. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés là-bas. Voilà, donc l'Apple Store. Il faut dire quelque chose quand même pour ceux qui voudraient faire la même chose. Il faut un compte américain, une adresse aux États-Unis. Enfin, on ne peut pas, depuis la France, réserver aussi facilement que ça le Vision Pro. Exactement. Alors, on peut le réserver, je ne le savais pas, avec un compte français. Avant, c'était limité. On peut commander le Vision Pro avec un compte français. Maintenant, en effet, il va falloir une adresse postale américaine. Certaines cartes peuvent être bloquées. Donc, pour nous, en fait, on n'avait pas la certitude que ce serait possible. On s'est dit qu'on tentait et que si c'était possible d'y aller, possible de le faire et possible d'être les premiers. Et tu avais reçu un mail en disant votre Vision Pro vous attend dans l'Apple Store à New York. Ça a fonctionné, mais jusqu'au bout, j'avais le doute. Tu avais le doute. Sincèrement, je suis arrivé sur place en me disant alors si demain je vais le chercher, on me dit il y a eu un problème de paiement, votre carte elle était refusée. J'ai fait tout ça pour rien. Donc c'était très frustrant, mais bon, tout s'est bien passé. Bon, tu avais crédité les $4000 sur le compte. Oui, c'est bien. Ça a été pris. Et donc, tu arrives devant l'Apple Store. C'était quand ça? Vendredi? C'était vendredi, ouais. Donc, voilà, aux premières heures d'ouverture du magasin, j'imagine. Il ouvrait à 8h, on est arrivé à 7h sur place. L'idée c'était de voir aussi l'engouement. Et alors il y avait du monde. J'ai cru comprendre que ce n'était pas le cas dans tous les Apple Store. Je pense que celui de la 5e avenue est un peu l'Apple Store emblématique, donc celui où les gens décident d'aller faire la queue le matin pour aller assister au lancement. On a eu de la chance, même si c'était un peu prévisible, c'était l'Apple Store qui avait choisi Apple pour son grand lancement mondial. Donc il y avait Tim Cook, tous les grands responsables d'Apple qui se sont déplacés sur place. Et d'ailleurs, c'est ce que je te disais, ce que je vous disais hors antenne tout à l'heure. Ce qui est marrant, c'est que nous, on était vraiment en touriste avec JB, on est venu en mode on va juste l'acheter et on prend des photos, mais pas en tant que journaliste ou créateur de contenu. Et donc tu faisais la queue parmi les autres, clients potentiels. Oui, exactement. On allait y aller et en fait au moment où on est arrivé, Tim Cook est arrivé au même moment. Et il se trouve que Tim Cook, on l'a rencontré quelques fois en tant que journaliste et il nous a reconnus, il nous a demandé mais vous êtes venu de France, mais c'est fou, c'est super, vous allez adorer le produit. Et quelques minutes après, il y a une responsable d'Apple qui est venue nous voir pour dire que c'était mieux qu'on soit accrédité et que Tim Cook voulait qu'on soit dans le parc presse. Donc on s'est retrouvés complètement au hasard, une demi-heure avant le lancement du Vision Pro, accrédité avec les Américains sur le lancement. Donc, il y avait d'autres journalistes qui avaient fait comme toi, qui avaient précommandé le produit aussi. Il y en avait quelques-uns, pas mal de youtubeurs surtout, pas beaucoup de journalistes, beaucoup de youtubeurs sur place. Il y avait surtout beaucoup de Français. Il y a une quinzaine de Français qui sont venus nous parler en nous disant on est content de vous voir, c'est marrant, on est venu exprès pour récupérer le Vision Pro, ou alors ils ont fait exprès de prendre 2 semaines de vacances sur New York pour le récupérer. Mais il y avait beaucoup plus d'étrangers que ce que j'imaginais à l'intérieur, pas mal d'Asiatiques, aussi de Japonais qui étaient venus sur place. Donc l'engouement était largement mondial et en tout cas, du point de vue de cet Apple Store-là, Apple était sur un gros lancement. Lancement important quand même, parce que pour que Tim Cook se déplace donc à cet Apple Store qui est emblématique, au cœur de New York, c'est un signe. Enfin, je veux dire... C'est absolument... Et il porte vraiment cette innovation. Il y a un signe encore plus fort d'ailleurs que le fait qu'il soit déplacé dans l'Apple Store, c'est la couverture de Vanity Fair. On ne se rend peut-être pas compte en France, ça existe Vanity Fair en France, mais c'est un magazine important. Qui n'a pas l'impact qu'il a aux États-Unis. Vanity Fair aux États-Unis, c'est une institution. Et la couverture de Vanity Fair avec un homme de la tech, un CEO d'une des plus grosses boîtes du monde, et qui porte le Vision Pro sur la couverture, c'est un signal très fort d'engagement
engagement de la part de Tim Cook. Et moi, alors ça c'est ma lecture, mais c'est aussi un peu son testament. Alors pardon, évidemment, il n'est pas malade et il ne va pas nous quitter bientôt, mais c'est le dernier gros lancement probablement de Tim Cook, puisqu'il va partir à la retraite à un moment, il a l'âge qu'il a. Et donc, il a mis probablement dans ce lancement beaucoup de lui-même. Et il se dit qu'il a poussé ce produit en interne, et que c'est vraiment son bébé. Et que voilà, je pense que ça participe aussi de sa volonté de s'afficher avec, de s'afficher à la 5e avenue et de dire, je lance pas la énième version de l'Apple Watch, là, je lance une nouvelle plateforme, la plateforme, enfin le début en tout cas de la plateforme du spatial computing qui va être l'avenir d'Apple. C'est pas totalement anodin. Et Didier, avec ce lancement, évidemment, on vit toujours la même chose qu'on avait vécu avec l'iPhone et avec l'iPad. C'est à la fois un émerveillement, un doute aussi. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand l'iPhone était sorti, on n'était même pas sûr on n'imaginait même pas le succès que ça pourrait avoir quelques années après. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire évidemment, on est émerveillé par la technologie. On va rentrer dans le détail dans quelques instants. Tu vas nous faire une démo. Mais il y a aussi cette, on va dire, inquiétude. Enfin, c'est peut-être pas le mot, mais en tous les cas, interrogation sur le devenir de cette technologie, finalement. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, on ne sait pas si ce produit-là va devenir grand public et va cartonner ? La force d'Apple, c'est pas d'inventer des produits, c'est de faire en sorte que les produits qu'ils proposent s'appuient sur un historique. L'iPhone, il y avait d'autres téléphones avant, il y avait d'autres téléphones avec des écrans tactiles, l'Apple Watch, il y avait d'autres montres connectées avant, l'iPad, il y avait d'autres tablettes, etc. Mais Apple arrive, impose sa vision du produit et surtout sa qualité, son savoir-faire en termes de finition et d'ergonomie et d'usage. Des modèles d'interaction. Et c'est ça qui crée un nouveau standard. On a vu l'Oculus Quest, le HTC Vive, tous ces produits-là, qui étaient des produits un peu de niche, disons-le. Non, bien sûr. Apple arrive en disant, voilà, pour moi, un casque de réalité virtuelle, même si c'est pas de la réalité virtuelle, c'est ça. C'est un produit qui est à la fois un produit de divertissement, un produit de travail, un produit de recherche, un produit en devenir. Là, on a un look, si tu peux le montrer à la caméra, qui est un peu les yeux d'une mouche. Ça, je te garantis que dans 3 ans, ça aura disparu. Mais bien sûr, ça a l'air grossier, lourdingue, et on imagine très bien ce que ça va devenir dans 3 ans, ça. Ah, ça va s'affiner, on en parlera sur les pistes d'évolution, mais c'est évident qu'on est sur une première génération qui est faite pour marquer l'histoire d'Apple au même titre que toutes les anciennes premières générations de produits. Alors, on y va pour la démo. Je sais que vous attendez ce moment avec impatience. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu quelques-unes des actions que l'on peut faire avec ce masque, sachant que, et Nico, tu vas peut-être nous le confirmer, il y a des choses est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire aux États-Unis avec ce masque, mais qu'on ne peut pas faire en France, par exemple? Oui, il y a des choses, il y a des limites. Elles sont volontaires, ces limites. Le but était d'empêcher les gens comme moi de venir aux États-Unis et de le ramener en attendant le lancement. Ils veulent vraiment se préparer à des marchés domestiques à chaque fois. En l'occurrence, la première limite, c'est la langue. Le produit ne parle qu'anglais. Il n'y a pas de possibilité de le faire fonctionner en français au lancement. Tout l'OS n'a pas été traduit encore. Tout l'OS n'a pas été traduit. L'autocorrection, pareil, elle fonctionne qu'en anglais. Le clavier virtuel n'est qu'en QWERTY. Donc tout ça, c'est un peu embêtant. Après, il y a une technique, c'est désactiver l'autocorrection. Il n'y a pas de correction et on se fait une faute d'orthographe, mais au moins ça va fonctionner. J'essaie de faire fonctionner le truc, mais ça ne fonctionne pas encore. J'espère que qu'on va réussir à le faire marcher. Ouais, t'inquiète pas. Au pire, on redémarre. Il n'y a pas de souci. Vous savez, on est en direct et on fait une démo là. Alors, et je tiens à remercier tout le staff technique de BFM Business et d'Altis Media qui depuis de longues minutes essaie de faire fonctionner tout ça parce que l'idée c'est qu'en Wi-Fi on puisse vous diffuser les images que voit Nico. Ça a marché tout à l'heure. On est en train de voir ce qui se passe. Alors, juste une petite question. Didier, bien sûr. Est-ce que tu as eu droit il paraît que Apple ne voulait pas vendre le casque sans une espèce d'apprentissage. Tu as eu droit à ça? Alors, tu as le droit de choisir, surtout c'est comme ça que fonctionne. En effet, il y a un truc intéressant dans ce lancement, c'est que pour moi c'est l'aboutissement d'une stratégie de magasins locaux qui a été lancée par Steve Jobs et qui permet en fait pour Apple d'être la seule marque du monde à avoir ses points de vente précis avec des vendeurs qui sont
fabriqué pour vendre du rêve aux gens. Donc l'idée, c'est qu'ils veulent absolument que les gens aillent l'acheter en magasin, parce que s'ils l'achètent en magasin, ils vont avoir la démo complète. Donc en fait, quand tu le récupères, quand tu l'achètes, on te demande est-ce que vous voulez juste le ramener chez vous, ou est-ce que vous voulez faire la démo. Et évidemment, si tu l'as acheté, tu n'as pas de file d'attente, la démo, tu la fais immédiatement, ils le configurent avec toi, et ils t'apprennent les bases. Je vais vous les montrer un petit peu. Je l'ai fait la démo, moi, volontairement. Je voulais savoir ce qui est proposé justement aux gens aux États-Unis, comment Apple espère le vendre. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est des gens de tous les âges qui viennent. On a des adolescents, on a des personnes de 60, 70 ans qui viennent essayer le produit par curiosité. Et je pense qu'on peut demander à la régie de commencer à diffuser ce que toi tu vois dans le masque et de le garder d'ailleurs. On a réparé ce problème. Au long cours, parce que c'est vrai que comme ça vous serez immergé tout comme Nicolas dans ce masque et vous voyez exactement ce qu'il voit. Alors lui évidemment c'est beaucoup plus immersif parce que par rapport au retour qu'on a là, toi tu es on va dire complètement immergé dans l'image avec une qualité de définition en fait des écrans que tu as devant les yeux qui est incroyable, je crois. Exactement, je vois pas les pixels. En fait, alors une vérité sur ce produit qui n'est pas assez dite selon moi par les premiers testeurs, notamment aux États-Unis, c'est que c'est faux de dire que quand on le met, on voit aussi bien la réalité que quand on l'a pas. Ce que je vois, en tout cas vous, c'est une 3D parfaite, c'est-à-dire que vous êtes tous dans la bonne taille, c'est exactement, je sais où vous êtes, c'est-à-dire que si je veux attraper ça, je peux l'attraper très facilement, je peux marcher, mais je vous vois flou, je vous vois bruité, je vous vois... C'est-à-dire que si je bouge la tête comme ça, ta tête elle bouge avec toi, tu n'es pas complètement naturel. Donc l'idée c'est pas de reproduire le monde, c'est juste de permettre de ne pas être complètement déconnecté quand on porte le produit. Par contre, les icônes, quand je regarde les icônes, je ne vois absolument aucun pixel. Donc si je lance la qualité des icônes est parfaite. Elle est parfaite, et là j'ai lancé une application comme Apple Music, c'est pareil, le texte est absolument parfait. On va faire la même chose avec Safari. Là j'ai une page qui apparaît ici, je vais aller dans les onglets ici. Là j'ai le clavier, je peux attraper le clavier avec la barre flottante, je peux l'approcher de moi, le reculer. J'ai deux possibilités pour taper, soit je regarde les lettres, et donc dans ce cas-là, je vais appuyer sur chaque lettre une à une, soit j'attrape le clavier et je le mets vers moi, et donc dans ce cas-là, je peux continuer en le touchant comme si c'était une tablette. Alors attends, parce que c'est intéressant, c'est-à-dire que tu peux écrire avec tes yeux. Je peux écrire avec mes yeux, et ça, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne plus largement. C'est pour simplement vous expliquer le nombre de capteurs qu'il y a dans ce machin. Vous avez des capteurs qui arrivent à détecter la position des yeux et retranscrire en fait, et savoir exactement ce que tu regardes comme lettre. C'est ça, en fait. Je ne sais pas si ça se voit bien, je vais essayer de m'approcher le plus possible de la grille des icônes pour que ça soit gros. Là, je regarde l'application photo. Alors, je n'ai pas fait exprès de la lancer, mais je l'ai regardée. Là, je vais regarder l'application réglage. Là, l'application musique. Là, l'application mail, message, keynote. Et en fait, si vous voyez ce qui se passe, c'est que les applications grossissent quand je les regarde. À gauche, il y a un menu avec 3 boutons. Je vais le regarder et il va s'agrandir. Et en fait, la navigation, et c'est le piège pour les premières personnes qui portent ce produit, c'est qu'elles ont l'impression que la navigation se fait avec la main, mais c'est faux. La navigation se fait uniquement avec les yeux. En fait, avec la main, je vais regarder quelque chose, je vais regarder environnement par exemple, et avec ma main, je vais valider comme ça. Là, je change d'interface, je vais faire la même chose en regardant la Lune, je vais valider de nouveau, et là, je suis sur la Lune. Et donc, je ne vois plus le plateau, je vois en moitié la Lune, en moitié le plateau si je me retourne. Tu ne vois pas déguisé en astronaute. Non, je ne te vois pas déguisé en astronaute. Et par contre, je peux diminuer la qualité d'immersion pour avoir un petit peu plus ou moins de lune. Et tu as une petite molette là ? J'ai une molette qui va me permettre de diminuer l'immersion ou de me mettre, si je me mets à 360 degrés, par exemple, on va regarder, on va chercher, là on a le soleil, et quelque part ici, peut-être que c'est derrière, on a la Terre. Donc tout ça, en fait, ça va permettre de changer. Mais là, quand tu es immergé sur la Lune, la qualité visuelle est parfaite. Quand on est, justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que l'intérêt de ces immersions, c'est justement, je pense, une forme de reconnaissance d'Apple du problème qui est que le pass-through, donc la réalité mixte, n'est pas parfaite. Mais l'idée, c'est que si je veux travailler, eh bien, je vais prendre par exemple ce paysage-là, je vais le mettre un tout petit peu. Donc c'est-à-dire que François, je te vois, Didier, je te vois. Et si je veux ouvrir une application, je vais juste le faire. Je vais regarder Safari ici. Je vais prendre ce test-là qu'on a écrit sur Numérama. Si je veux agrandir la fenêtre, d'ailleurs, j'ai juste à regarder le coin et je peux la rétrécir ou l'agrandir. Je vais le reculer et en fait, moi, ce que je vois là, c'est aucun pixel parce que ma fenêtre est parfaite et autour, au lieu d'avoir juste la réalité, j'ai un mélange entre la réalité et un paysage et ce paysage est parfait aussi. Donc, je n'ai pas mal aux yeux, j'ai pas l'impression d'être devant des écrans, j'ai l'impression d'être dans une réalité. Tu te fais ton fond d'écran, quoi, en quelque sorte. Exactement, c'est l'idée. Et ce qui est cool, c'est que tu peux lancer absolument autant d'applications que tu veux. Si je veux lancer réglage ici, je vais lancer réglage ici. Si je veux me mettre là, je vais ouvrir Twitter, qui fonctionne d'ailleurs pas trop mal. Je vais ouvrir Twitter, qui s'est ouvert derrière parce que je l'avais déjà ouvert. Je peux l'attraper, le mettre vers moi et l'utiliser en tactile. C'est un ordinateur complètement modulaire qui me permet de faire absolument tout ce que je veux avec. C'est dingue, on a l'impression que tu manipules un iPad, mais
qui apparaît devant moi. Avec une autre échelle. Ouais. Hein, Julien. Je peux te poser une question, tu parlais d'eye tracking, de tracking des yeux. J'ai lu un peu tout là-dessus, certains disant c'est très waouh, mais en fait la précision n'est pas si géniale, c'est-à-dire si je dois vraiment regarder un lien dans une page web, etc., c'est pas si génial, et d'autres disant j'ai jamais vu un truc aussi impressionnant, c'est-à-dire ça lit dans mes pensées limite. Enfin voilà. En fait, je pense que ça dépend des yeux de tout le monde, parce que je l'ai fait ici à pas mal de personnes depuis que je suis rentré, et j'ai des gens qui me disent en effet que c'est pas hyper précis pour eux. Moi dans mon cas c'est hyper précis, c'est-à-dire que si je veux regarder une seule lettre sur un texte, aller dessus pour l'éditer et juste toucher, ça fonctionne. Je trouve que c'est vraiment bluffant, et d'ailleurs c'est pour moi ce qui fait, Didier disait que Apple est là pour populariser les usages et pour revoir la manière dont fonctionnent les produits. Leur première réussite, je ne sais pas si vous avez déjà essayé un casque Meta, mais quand on met un casque Meta, déjà on a des manettes et surtout on doit entourer l'endroit dans lequel on va être pour lui apprendre à reconnaître la zone. Là je mets le casque, je n'ai rien à faire. Il reconnaît automatiquement les tables, le sol, l'écran de mon ordinateur. Ça fait autant de configurations en moins pour un usage fluide. Absolument, et c'est ce qui fait en fait que tout est aussi naturel, et le plus dur en fait avec ce contrôle par le regard, c'est de comprendre. Il y a beaucoup de personnes en fait qui continuent de, par exemple si je veux fermer, regardez, là je suis en train de regarder la barre qui me permet de déplacer les applications. En fait il y a un point à côté, si je la regarde, elle va s'ouvrir et c'est pour quitter. Mais en fait, beaucoup de personnes vont avoir le réflexe de rester sur la barre et de pointer le bouton avec la main. Et ça peut pas marcher parce qu'il suit les yeux. Mais une fois qu'on a compris qu'il suffit de regarder les yeux sans bouger la tête, on regarde les yeux, on ferme et c'est juste magique. Ça marche vraiment très très bien. Ça demande une petite, comment dirais-je, un petit apprentissage. Oui. Mais qui est presque intuitif. C'est ça ? C'est pour moi, une fois qu'on a compris qu'il faut pincer et pas faire ça, il n'y a rien à faire. Okay. Ça marche vraiment parfaitement bien et toute l'interface fonctionne très bien. Oui, une petite question. Donc, tu parles de la précision des pixels, ça c'est très bien. C'était un des gros problèmes qu'il y a sur les autres casques de réalité virtuelle. On voit effectivement l'effet pixelisé des images. Mais là, tu bouges la tête. On voit, dans les images qui sont retransmises, qu'il n'y a pas de stabilisateur, mais c'est quand même assez stable. Est-ce que tu as aussi cet effet de vertige, de nausée qu'il peut y avoir sur des casques de réalité virtuelle ? Alors, une très bonne question, bien sûr. Je n'ai pas... Je l'ai porté 4 à 5 heures par jour depuis vendredi, ce qui est beaucoup. Je ne le ferai jamais autant. Après, une fois que j'ai fini mes tests, on va jusqu'à la semaine prochaine pour se donner le temps de faire un test sur Numérama. Après, on va sûrement ralentir un peu le rythme. J'ai jamais eu d'effet de nausée. Maintenant, il est fatigant à cause du poids. Notamment, là, j'ai choisi de mettre je ne sais pas comment on appelle ça, mais l'élastique le plus élégant, qui est celui en fait qui se met que sur le contour de tête, alors qu'il y en a un deuxième fourni dans la boîte qui se met au-dessus du crâne. C'est une option, Tout est inclus dans la boîte. Par contre, le truc, c'est que quand on serre celui-là, on a un poids très lourd sur le front et qui fait que je vais avoir une belle trace rouge quand je vais l'enlever et que c'est pas hyper compliqué. Mais en revanche, c'est mieux stabilisé. Non, c'est juste plus joli celui-là. Et d'accord, on peut serrer à fond ? Oui, il vaut mieux. Sinon, ça bouge quand on bouge. On sent le poids ? Tu sens le poids vers l'avant ? Là, non, parce que je l'ai bien stabilisé. Je sens pas le poids. Par contre, moi, j'ai pas d'effet de nausée, mais ce qui est certain, c'est que là, tu vois, je suis en train de bouger la tête et au moment où je le fais, je te vois flou. Ton visage devient flou. Par contre, dès que je m'arrête, t'es instantanément net. D'accord. Donc, du coup, ça peut un peu trahir la fausse réalité et ça implique, je pense, pour certaines personnes, le fait d'avoir une fatigue. C'est pour ça que moi, à chaque fois que j'ai travaillé, j'ai écrit des articles avec, c'est simple, je me mets en immersion comme ça et mes fenêtres, je les vois dans un monde virtuel avec la possibilité d'avoir mon téléphone sur le côté, une bouteille d'eau ici, mais je reste sur un monde virtuel qui est beaucoup moins fatigant parce que la qualité est parfaite. Et alors, est-ce que quand tu es dans ton monde virtuel, cette fonctionnalité qui avait été démontrée fonctionne bien ? C'est-à-dire que quelqu'un s'approche et tout d'un coup, on voit son visage qui vient rompre finalement l'environnement virtuel. On peut l'essayer. Actuellement, on te voit. Je pense que les téléspectateurs doivent le voir. C'est vrai. Mais ça ne va pas durer éternellement. J'ai du mal à comprendre comment ça marche parce que parfois des gens rentrent et il ne se passe rien. Mais là, pourquoi il n'y a que Julien qu'on voit ? Parce que Didier est pas loin, par exemple. Oui, moi je suis là. Je ne regarde pas. Là, il faut que je te regarde. C'est la personne que tu regardes. Okay, si je regarde Didier, je vois Didier maintenant. Voilà, au bout d'un moment, ça apparaît. Un peu en mode fantôme Star Wars, c'est rigolo. Pas mal, pas mal. Et puis en plus, j'imagine qu'il y a des fonds d'écran superbes, un peu comme l'Apple TV, où quand vous passez en mode... Ouais, il y en a pas mal. En mode non-utilisation, il y a plein de super écrans. Alors, ça c'est la première partie de ce Tech & Co, la quotidienne, pour essayer de comprendre à quoi sert ce masque, et puis surtout, imaginer l'avenir. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà, nous sommes de retour avec Julien, Didier, Nicolas Lelouch de la rédaction de Numérama qui nous fait l'amitié et la gentillesse d'être avec nous. Autant vous dire que Nico est
voilà, très fatigué, mais malgré tout, il était avec nous. Il était ce week-end à New York, il est rentré. Voilà, évidemment, tu enchaînes les tests, etc., les vidéos. Et j'apprécie beaucoup ta gentillesse d'être avec nous ce soir sur le plateau. Le masque sur la tête pour nous expliquer un petit peu, voilà, quels sont tes premiers sentiments, tes premiers retours concernant ce nouveau joujou high-tech d'Apple. Et c'est le premier, évidemment, d'une longue lignée, puisque on sait qu'Apple, voilà, ne va pas s'amuser à arrêter comme ça cette verticale, comme on dit. Hein. Maintenant, voilà, pendant des années, on aura des itérations de ce masque-là. C'est très courageux, d'ailleurs, d'Apple, hein, de se lancer comme ça là-dedans. Nico, alors depuis tout à l'heure, tu nous fais des petites démos. On poursuit, voilà, on est connecté. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut vous montrer en direct ce que voit Nicolas Lelouch dans le Vision Pro grâce à un système de mirroring, en fait, hein, puisque c'est une fonctionnalité qu'on n'invente pas. Hein. On peut retransmettre sur un Apple TV ou sur un Mac, en fait, les images du Vision Pro. C'est finalement en fait une des forces du produit, c'est son écosystème. Hein. C'est que je peux faire un copier sur mon iPhone et le coller dans le casque, que je peux utiliser le clavier de mon Mac avec les applications de Vision OS. Je peux, vous voyez aussi là, j'ai un bouton Connect au-dessus de mon écran qui me permet en fait de mettre l'écran de mon Mac en géant devant moi pour travailler, par exemple, allongé sur un lit. Et oui, j'ai la possibilité, si j'ai un iPhone, un iPad, une Apple TV, automatiquement de diffuser aux gens ce que je vois pour pouvoir partager l'expérience. Et ça, c'est natif, on n'a rien à installer, c'est automatique. C'est aussi ce qui va aider Apple dans sa réussite, je pense. L'écran de ton Mac directement dans le masque, mais il faut que tu aies un Mac allumé. Ou est-ce que c'est un Mac qui est totalement virtuel et qui est dans la machine, en fait? Il faut que j'ai un Mac allumé. En fait, ce que je vais avoir aujourd'hui, ils sont malins. Parce que je suis persuadé qu'avec la puissance de calcul qu'il y a là-dedans, il pourrait très bien émuler un Mac, non? Je suis pas hyper sûr parce qu'en fait, ce qu'on voit, je pensais en effet qu'ils avaient la puissance absolue, mais en fait, cette histoire de rendu 3D en temps réel, si c'est flou et si parfois ça bug, c'est parce qu'en fait, il n'a pas assez de puissance. Ce qu'il fait, c'est que là, quand je te regarde, il fait le focus sur toi, mais en fait, le reste, il fait exprès de ne pas faire le focus dessus parce qu'il n'a pas assez de puissance. Donc du coup, s'il faisait tourner des applis Mac comme du Final Cut ou du Premiere, peut-être qu'il n'y arriverait pas. Donc je pense que la limite, elle est plus matérielle que ce qu'on peut imaginer. Par contre, j'ai des applis natives. Je vais vous montrer les applis rondes, c'est des applis natives Vision OS, donc elles sont transparentes, 3D, que je peux tourner autour, me mettre derrière elles, ça marche super bien. Et les applis compatible apps, c'est les applis iPhone et iPad. Et donc dans ce cas-là, elles sont, c'est une émulation d'une appli iPhone, iPad, très simplement. D'accord, avec moins d'effets waouh, quoi, on va dire. Oui, ils ne sont pas transparentes, c'est des écrans qu'on peut approcher de soi ou regarder de loin et qu'on peut à peine agrandir, mais elles ne sont pas aussi responsives et 3D que les autres applications. Alors Didier et Julien ont plein de questions, on va les écouter dans un instant, mais moi j'aimerais que tu nous montres maintenant, que tu nous fasses une petite expérience vidéo du Vision Pro, parce que autant il y a pas mal d'avis mitigés sur les usages, etc., enfin sur la lourdeur du masque qu'on évoquait tout à l'heure, l'autonomie, on y reviendra tout à l'heure, mais tout le monde est d'accord sur une chose, c'est la qualité en fait de projection de contenu vidéo que tu peux avoir sur le masque. Complètement. Le plus impressionnant, c'est dans l'application Apple TV qui propose à la fois des films, donc avec des fenêtres flottantes, ce qu'on peut redimensionner à l'infini, et qui propose un mode cinéma qui, sincèrement, je pense qu'il faut vraiment l'essayer pour comprendre à quel point c'est bon. On peut choisir, par exemple, sa place dans le cinéma. En fonction de l'endroit où on est, le son est différent. Parce que ça reproduit parfaitement l'ambiance sonore d'un cinéma. Et ce qui est génial quand on est dans ce cinéma, c'est que comme il n'y a aucun pixel visible, on s'y croirait. Il n'y a plus du tout de C'est-à-dire que tu t'immerges dans une salle de cinéma avec un immense écran devant toi. C'est ça. Et tu ne vois pas, en fait, tu n'arrives pas à distinguer si c'est un vrai écran ou si c'est un écran pixelisé que le masque te projette. C'est ça, et j'ai même autre chose à vous montrer. Alors je vais le faire, il faut que ça charge un tout petit peu. Il y en a un autre qui a eu cette idée-là, c'est Disney+. Et eux, dans leur cas, ce qu'ils vont proposer, c'est des environnements inspiré de films, donc on peut aller dans Tatooine sur Star Wars, sur la tour des Avengers, mais on a aussi un cinéma, donc ça peut... Le cinéma d'Apple est très différent parce qu'il est tout noir. Quand on est à l'intérieur, on est dans une salle complètement obscure, on voit que l'écran. Maintenant, là, quand je suis dans le cinéma, alors je sais pas pourquoi je le vois pas en entier, des fois ça bug un peu cette fonction de... Alors là, je suis dans la tour des Avengers, wow. Je vais pouvoir voir le film. Là tu es en haut d'un rooftop des Avengers. Je vais avoir les tenues d'Iron Man, etc. Et si je vais dans le cinéma... C'est-à-dire que tu t'immerges dans l'univers avant de choisir ton film. J'ai été trop impatient. Donc là, je suis dans un cinéma. Donc l'idée, c'est que je vais avoir mon film que je vais mettre au niveau de l'écran. Et je suis dans une salle de cinéma. Et si le film commence, la lumière va s'éteindre, comme dans un vrai cinéma. Donc ça, c'est assez cool. Et la surface de projection équivaut en fait à l'interface qu'on a devant toi, c'est ça? C'est-à-dire tu as vu, on avait ta... Je vois plus que ce que vous voyez.
Ah d'accord, tu vois plus. En fait, c'est toute la difficulté du mirroring, c'est que ça va faire un crop 2D de la réalité, alors que moi déjà je vois les choses en 3D, c'est-à-dire que les implications je les vois avec du relief, mais du coup je vois plus que ce que le mirroring vous montre. Et pour montrer un exemple vidéo, je peux pas montrer Apple TV malheureusement parce que c'est pas possible. J'aimerais, mais on n'a pas. C'est des problèmes de DRM, non, j'imagine? C'est des problèmes de DRM, ça va pas fonctionner. Donc alors on va se mettre ici parce que Rappelons que les DRM, vous savez, ce sont des petits programmes qui empêchent en fait le piratage des contenus. Et effectivement, là, comme il y a du mirroring, Apple verrouille tout ça pour que ce soit pas possible de le diffuser par ailleurs. Alors là, je vais prendre la bande-annonce de Moi Moche et Méchant 4, donc je vais le mettre en plein écran. Donc là, tu es sur YouTube, là? Sur YouTube.com depuis Safari, il n'y a pas d'application. Donc là, j'ai une fenêtre. Donc c'est comme tout, je peux la redimensionner normalement, parce que là, je ne vois pas l'option. Alors c'est bon, je vois l'option. Donc là, ça va être la fenêtre en plus petite taille possible. Et vous ne verrez pas à quel point c'est génial. Mais moi, là, je vois un écran de 105 pouces. Et ce qui est génial, c'est que si je veux l'approcher de moi comme ça, eh ben, je peux le faire. Je peux encore normalement l'agrandir encore un peu plus. Mais c'est comme si tu avais un écran OLED que tu bougeais comme tu le veux, en fait. C'est complètement un écran OLED, en fait. Et si je veux, je m'allonge dans mon lit comme ça, tête contre l'oreiller, du coup, ça allège un peu le poids. Bah, j'ai un écran géant devant moi et je peux regarder le film comme ça. Je suis même pas sûr qu'on soit à 105 pouces, là, parce que les tests dans l'application Apple TV sont beaucoup plus impressionnants. Donc je pense que c'est limité quand on est dans YouTube et depuis Safari, mais on peut faire des écrans qui sont vraiment tellement grands qu'on ne les voit pas en entier. Et ça, c'est fou. Et alors, ce qu'il y a de dingue, c'est que Apple communiquait aussi sur la 3D. C'est-à-dire qu'on peut voir des films en 3D. C'est le retour des films 3D, on les pensait morts, on pensait qu'ils ne reviendraient jamais, mais non, les films 3D sont de retour. La résurrection de la 3D qu'on a bien connue avec Didier, il y a quelques années, Didier. On a deux options pour la 3D. La première, ça va être Disney+, on va y retourner du coup, ce sera le plus simple. Disney+, vous savez, Disney et Apple, ils ont un lien historique, ils ont toujours été très proches, donc Disney+, a joué le jeu au lancement. En fait, ils proposent un catalogue 3D de films, donc quand je les vois, c'est comme au cinéma, en mieux, parce qu'on n'a pas les pertes de lumière qu'on va avoir avec des lunettes. Tu portes pas de lunettes supplémentaires. On n'a pas de lunettes supplémentaires, et chaque œil, du coup, a sa propre image, du coup, on a une 3D qui est vraiment impressionnante. Et tu as une notion de relief qui est dingue. Oui, et en fait, ce qui est marrant, moi je la vois cette 3D parce que je pense que je suis un peu sensible à ces technologies, mais ce qui est rigolo, c'est que comme l'interface est intégralement en 3D dans le Vision Pro, je me suis rendu compte que la plupart des personnes à qui je fais essayer les vidéos 3D font « c'est pas en 3D là ?» Et après ils font « ah si !» En fait, la 3D est tellement petite par rapport à une interface qui s'étend sur des dizaines de mètres qu'on ne se rend même pas compte que c'est en 3D. On s'habitue complètement et Apple vend des films en 3D, pour le coup dans une qualité jamais vue pour des films 3D en vente avec du 48 images par seconde, ce genre de choses qui n'était pas possible avant sur la 3D. Julien, Didier, je vous laisse Nico en pâture. Non, juste une petite question. Donc, quand tu es dans cette salle de cinéma et que tu projettes ton film, l'écran est forcément situé à un endroit où est-ce que tu peux demander au masque d'afficher l'écran en plein écran, de manière à ce que si tu tournes la tête, ils suivent ton mouvement? Quand tu vas dans Apple TV par défaut, tu vas avoir une fenêtre flottante, tu en fais ce que tu veux. Quand tu vas dans le cinéma, l'écran est fixe. Tu ne pourras pas avoir une fenêtre dimensionnable. Je peux essayer, mais je ne suis pas sûr vraiment que ça va fonctionner. Donc si tu tournes la tête, l'écran reste au même endroit? Si tu tournes la tête, l'écran reste au même endroit. Donc l'écran est fixe par rapport à ton mouvement, c'est ça que tu veux dire? C'est ça, j'essaye de réfléchir à ce qu'on a du contenu. Comme dans un vrai cinéma. Oui, alors justement, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Parce que est-ce qu'il n'y a pas un moment où on préfère que l'écran... je sais pas, on se laisse aller dans le canapé, on a envie que l'image suive, quoi. On n'a pas envie que ça reste... J'imagine Didier sur le canapé avec le Vision Pro, les amis. Ah, ça peut être pas mal. J'arrive à projeter une bande-annonce sur Apple TV, donc je vais vous montrer le cinéma. On va essayer, on va... En fait, là, j'ai ma fenêtre flottante, donc c'est ce que je vous disais, elle est immense. C'est-à-dire que je peux la rendre... Là, j'ai un écran de 105 pouces. Donc c'était de rien à l'assaut. voir avec YouTube, c'est beaucoup plus grand. Donc je peux en faire ce que je veux. Je peux la mettre sur ma tête si je veux, au plafond, etc. Et en fait, en haut, j'ai une petite montagne qui correspond aux environnements. Je peux choisir de regarder un film au milieu du désert, sur la Lune si je veux. Et j'ai ce cinéma qui est disponible par ailleurs. Et si je mets le cinéma, vous voyez, j'ai un écran absolument géant. J'ai rien autour de moi, je suis juste dans une salle noire qui reproduit les effets cinéma. Vous n'entendez pas le son, mais le son il est formidable et j'ai l'impression d'être dans une salle avec le même effet. Et en fait, ici, je peux regarder l'option premier rang et je peux dire que je vais au dernier rang. Et si je vais au dernier rang, je recule de place et je vois le cinéma de beaucoup plus loin. Et le son, en fait, a l'impression d'avoir reculé. Trop bien. Pas mal. Et en plus, tu peux brancher tes AirPods pour avoir encore plus d'immersion. Le son sur le haut-parleur est absolument incroyable. Je pense que je recommande même pas de mettre les AirPods pour regarder un film seul à la maison. On a des bonnes basses.
Il y a des bonnes basses, tu verras après, je sais que toi, tu es l'expert audio, tu pourras me dire si les basses sont bonnes. Ça, c'est un truc qu'on ne dit pas assez sur Apple, c'est qu'ils ont fait des progrès sur la dimension du son depuis 5-6 ans. Poussé par les AirPods d'ailleurs et le rachat des Beats Audio. Ce qui est cool, vraiment impressionnant. Ce qui est vraiment cool, c'est que par exemple, je fais un FaceTime, je suis en FaceTime avec mon père, je mets mon père à droite, je regarde une vidéo à gauche. Le son, j'ai l'impression que le son de la vidéo vient de la gauche et le son de mon père vient de la droite. Ils ont super bien réussi à spatialiser le son. Le seul intérêt des écouteurs, c'est pas pour améliorer la qualité sonore, c'est que là, si je mets un film fort, vous allez l'entendre. On entend, il y a du leak de son. C'est dans le train ou dans l'avion. Quel intérêt d'avoir un ordinateur qui, pour une fois, n'est pas visible des autres si on entend tout et si on partage le son. Et le son vient d'où, en fait? Tu as un module ici, en fait. On voit comme une petite excroissance sur le côté. C'est ça, ce sont les deux haut-parleurs. C'est des haut-parleurs, ouais. Il y en a un de chaque côté. J'ai une question qui fâche, parce que tous ceux qui ont utilisé ce genre de casque depuis très longtemps savent qu'entre ce qu'on nous montre dans les pubs et la réalité vécue, il y a le champ de vision. Absolument. Et donc finalement, souvent, on nous vend quelque chose qui nous donne le champ de vision humain. Ouais. Et en fait, quand on met le casque, on se rend compte qu'on regarde dans une boîte. Oui, on est un peu étriqué. Qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, malheureusement, on nous vend du rêve. Je vois la réalité, ce que vous voyez, vous voyez à l'écran un rendu parfait où on voit tout. La réalité, c'est que moi, je vois comme si j'avais des jumelles. J'ai 20% de ma vue autour qui est noire. Et c'est dommage. Donc c'est la limitation en fait des écrans. Je sais que je porte un produit. Je n'ai pas l'impression d'avoir une réalité augmentée. Je sais que j'ai un produit qui augmente la réalité à ma place, mais il y a une limitation. En fait, elle est due à ce bout de mousse que vous voyez ici, qui en fait s'appelle le Light Seal. C'est le bloqueur de lumière, hein, en gros. Sauf qu'en fait, ce Light Seal, pour bien bloquer la lumière, est long et automatiquement, il a pour effet de m'éloigner des écrans. Alors que si retire le Light Seal et que je colle le truc à mes yeux, j'ai pas de champ de vision. Enfin, j'ai pas de masque noir, mais c'est pas agréable, ça fait mal aux yeux et la lumière passe à travers, donc c'est détruit. Et on peut imaginer que c'est l'un des défis du prochain masque d'Apple, de réduire en fait cet effet jumelle tout autour. On a parlé des qualités. Alors j'imagine que vous avez d'autres questions, mais j'aimerais aussi qu'on soit un peu critique concernant ce masque, parce que il faut. Hein. Qu'est-ce que tu trouves de moins bien? Qu'est-ce qui t'énerve, qui t'a déçu, par exemple, aussi? Oui, ce qui est intéressant, et c'est cool, en fait, quand les tests font ça, souvent, on a des produits, vous le savez tous, en ayant testé plein de produits tech, on sait très bien ce qu'on va dire sur eux avant même de les avoir eus. C'est prédit, il n'y a pas de surprise, et c'est le cas, que ce soit le nouvel iPhone, le nouveau Samsung Galaxy, on identifie les nouveautés, on sait très bien ce qui va être bien, ce qui va être pas bien, et de temps en temps, on a une bonne surprise, mais c'est pas le cas. C'est rarement le cas. Là, avec ce produit-là, je suis parti avec l'a priori que technologiquement, Apple allait être tellement en avance que le produit allait être parfait, mais qu'au niveau des usages, ça allait être tellement inutile que finalement, ça allait juste être un gadget à 4 000 €. Après 5-6 jours avec, je pense à l'inverse. Et ça, c'est marrant parce que ça m'a jamais fait dans un test, je pense, d'inverser complètement ma pensée. Je pense que les usages sont incroyables. J'ai envie d'avoir un truc comme ça sur ma tête au lieu d'avoir un écran d'ordinateur, de travailler dedans avec l'écran de mon Mac en géant, de regarder des films, d'avoir plusieurs fenêtres, certaines tactiles, certaines à distance. Mais technologiquement, je pense que ce que propose Apple est le reflet du présent et pas du tout du futur. Le champ de vision est le parfait exemple. Le fait que le passe-flou, c'est sympa de vous voir comme ça, je vous vois en 3D, mais je vous vois flou. J'aimerais en fait vous voir en très haute définition. Il y a aussi le problème des lentilles, qui est un problème que toute l'industrie de la réalité virtuelle a toujours eu, qui est, je vous l'explique en vulgarisant le problème, les écrans sont fixes. Il n'y a rien dans le vrai monde qui est fixe. C'est-à-dire que Didier n'est pas à la même distance que François. Donc, quand je regarde Didier, mes lentilles vont avoir un effet de mes pupilles vont avoir un effet de mise au point pour me permettre de me mettre sur Didier. Le truc là, c'est comme l'écran est fixe. Il n'y a pas ça. Donc en fait, mes pupilles sont identiques, font la même taille pendant toute l'expérience. Et sur certaines personnes, ça marche. Moi, dans mon cas, qui est une vue parfaite normalement, ma main est floue. Et sur 15 personnes à qui je l'ai fait tester depuis hier, il y en a 4 qui ne voient pas. Mais ta main est floue parce que le masque te retransmet une main floue, ou c'est toi qui... Ton cerveau interprète mal. Mes yeux, parce que je vais vous montrer, simplement, on va prendre mon téléphone ici, je vais l'allumer devant moi. Vous voyez parfaitement ce qu'il y a à l'écran normalement. L'écran, il est parfaitement transcrit, on peut lire mes messages. Sauf que moi, là, je vois un truc tout flou. C'est inutilisable de près. C'est comme si tu étais presbyte, en fait. Tu voyais pas bien de près. Et en fait, t'es un peu jeune quand même, en plus. Ce phénomène s'appelle la Vergence Accommodation, et c'est un phénomène sur lequel les marques de VR travaillent depuis des années. Et pour arriver à résoudre ça, elles travaillent sur des lentilles qui bougeraient ou des écrans qui bougeraient. Donc l'idée, en fait, c'est que si je change de focus et que je regarde ma main, l'écran se déplace un tout petit peu. En fait, c'est un autofocus
C'est juste pour piéger l'œil. Le but, c'est qu'il faut donner l'action à l'œil de faire l'effort musculaire de bouger. Waouh. Peut-être, je vais voir un ophtalmo demain, justement pour écrire un article là-dessus. Peut-être qu'avec des séances d'orthoptie, avec de la remusculation de mes yeux, je vais réussir à voir de près. Mais c'est intéressant, ça veut dire que... sont incapables de le faire. Donc et c'est ça, à l'homme de s'adapter à la machine et plus à la machine de s'adapter à l'homme, c'est ça? ou en tout cas, il faut attendre la prochaine génération de la machine qui s'adaptera à l'homme. Mais pour cette première version, c'est à l'homme de s'adapter à la machine. Elle n'a pas réglé. Beaucoup de personnes que j'ai interviewées qui travaillent dans le domaine de la réalité virtuelle et de l'optique me disent que tout le monde était convaincu dans le milieu que Apple serait le premier à régler ce problème-là. Que ce truc qui pourrit la vie de la VR depuis des années, les écrans sont fixes, Apple va... Il y a un moteur parce que, par exemple, quand je mets le casque la première fois, j'ai un moteur qui va déplacer les écrans en face de mes yeux automatiquement. Mais c'est que sur le côté. Ça ne va pas être en profondeur. Et tant qu'on n'a pas réglé ce problème-là, la VR sera toujours mauvaise pour la moitié de la population. Apple n'a pas réussi de miracle. Apple n'a pas encore à ce jour parce qu'ils ont des brevets. Donc le truc, c'est que j'imagine que les prototypes existants qui règlent le problème de Vergence Accommodation sont beaucoup trop coûteux. Et quand on a un produit qui sort déjà à 3 500 $, sur lequel ils ne doivent pas tant faire de marge que ça en réalité, vu le prix des écrans, on ne peut pas se permettre de rajouter 1 000 $ pour des écrans qui bougent et qui peuvent se casser. Et c'est ça, en fait, mon constat, c'est que le produit est génial, j'ai envie de l'utiliser, mais cette V1, elle est complètement imparfaite et c'est une démonstration du futur, mais ce n'est pas encore un produit. Oui, c'est une porte ouverte vers un futur qui est enchanteur, on va dire. Complètement, moi j'ai envie d'avoir ça, hein, vraiment. Mais voilà, tu sens qu'il y a encore énormément de progrès technologiques avant qu'on ait quelque chose qui puisse en fait révolutionner notre quotidien et notre société. Exactement, et le poids est un autre problème. Là ça va, je commence, je sais pas si c'est mon cou qui s'est musclé au fur et à mesure des jours, mais là normalement 10 minutes avec ce strap, j'en peux plus. Là franchement ça va, je pourrais l'utiliser encore plusieurs minutes. Dans un mois, tu sais, tu auras le coup des mecs de MMA, tu sais. Peut-être, ouais, mais je pense que je vais bien me muscler, c'est ce que tu dis, c'est l'homme qui va s'adapter à la machine, mais le poids est un problème, hein. Il y a des personnes pour qui avoir 600 grammes qui pend au bout du visage, même avec le strap qui se met au-dessus de la tête, c'est pas... D'ailleurs, Apple met plein de warnings sur la santé, justement. Hein. Enfin, il y a plein de warnings sanitaires, attention, vous risquez peut-être de rentrer dans un pourcentage de personnes qui risquent d'avoir mal à la tête, etc. C'est le legal américain qui travaille. Les avocats ont dû bien tourner le truc. Voilà. Il y a des warnings, il faut le retirer de temps en temps, il ne faut pas marcher avec, il ne faut pas se mettre dans la piscine avec. C'est intéressant parce que justement, on a vu plein de vidéos de gens qui sortaient de la Play Store, dans la rue, dans le métro, dans la voiture. Il y a un type qui conduit sa Tesla en autopilote avec son casque. Ouais. Est-ce que c'est un usage qui te paraît crédible et est-ce que c'est pas un peu le cauchemar les 3/4 de ces vidéos sont bidonnées. Ah oui. Ah oui. Je vais vous expliquer pourquoi. J'aimerais pouvoir marcher, mais j'ai peur de quitter. Allez, vas-y. Tu as ton micro à chef, tu es mobile. Ta batterie Ma batterie est dans la poche, donc ça va aller. On va faire la démo. Je vais prendre Safari, donc je vais mettre la page sur laquelle on était tout à l'heure, et on va faire ce que font les gens, ce que les gens s'amusent à faire. Donc je vais marcher à travers la fenêtre. Et regardez ce qui se passe. Je suis juste passé à travers la fenêtre et si je me retourne, elle est à l'envers. Donc en fait, c'est strictement impossible, contrairement à ce que les gens... Tu peux la tenir, c'est-à-dire que si je l'attrape comme ça, je peux marcher. Sauf qu'en fait, elle va bouger avec moi, elle n'est pas stable et la vidéo se met en pause. Donc en fait, les gens qui sont en train de marcher dans la rue en faisant comme ça, en faisant n'importe quoi, c'est sont vraiment juste en train de créer du buzz. C'est pas possible, il n'y a pas de mode encore pour se déplacer avec le casque. Par contre, les gens qui sont dans le métro, dans le train, en voiture, pourquoi pas, c'est possible. Parce qu'il y a un mode voyage qui permet de stabiliser une image quand on est en déplacement fixe. Mais dans la rue, c'est faux. Alors c'est dingue parce que on a beaucoup critiqué les écouteurs en disant que ça isolait les gens, qui n'avaient plus de contact avec les autres. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant qu'on a ce genre de produit, quoi ? Ça, c'est un gros enjeu sociétal. Hein. Pour Apple, l'acceptabilité du produit est la clé pour sa réussite. Je pense qu'il y a quand même une clé de lecture intéressante, c'est le EyeSight, c'est-à-dire cette fameuse reproduction des yeux dont on a parlé au début de l'émission. S'ils l'ont fait, parce que ça représente probablement 30 à 40% du prix de l'appareil, semble-t-il, en tout cas c'est ce que j'ai lu. C'est si cher que ça ? C'est visiblement... Il y a, je crois, 4 écrans différents. Très complexe à mettre en œuvre et donc ça coûte très cher. Et donc s'ils l'ont fait, c'est de mon point de vue, parce qu'on comprend tous que le produit d'arrivée, c'est les lunettes, hein, c'est-à-dire d'avoir des lunettes de vue et donc avoir un produit comme celui-là qui se transforme en ça, dont on voit évidemment les yeux des gens à travers en transparence. Et donc ils ont cette volonté de dire, effectivement c'est très V1, hein, très clairement, mais je montre les yeux de la personne pour justement qu'elle ne soit pas isolée.
elle a le passe-trou pour ne pas être isolée du monde, mais les gens autour d'elle voient leurs yeux, et donc on a l'impression que finalement ils portent un masque de ski un peu transparent et pas du tout des lunettes qui isolent. Et ça, je pense que c'est très symbolique de là où ils veulent arriver. Et très clairement, je pense vraiment que là où ils veulent arriver, c'est vraiment des verres correcteurs transparents et pas un masque. C'est clair. On évoquera justement le futur, comment on peut imaginer le futur de ce masque et comment Apple imagine l'après. Mais est-ce que tu as encore une ou deux démos à nous faire? Là, il nous reste 3 minutes avant de faire une petite pause. Est-ce qu'il y a d'autres applicatifs que tu pourrais nous montrer qui seraient visuels? Je peux vous montrer quelque chose de cool avec les photos. On est allé dans les photos tout à l'heure par erreur, on va faire exprès d'y aller cette fois. Là, j'ai ma photothèque. Il y a 2 fonctions intéressantes avec le produit. La première, c'est les vidéos spatiales. Voilà. Elles n'ont malheureusement pas grand sens pour vous à la télé parce qu'elles sont en 2D, donc je ne vais pas vous les montrer. Mais moi, c'est les vidéos que je filme à mon iPhone. Mon iPhone. Et avec le nouvel iPhone en 3D. Voilà, avec le nouvel iPhone, on peut les filmer On filme en 3D et c'est... En fait, ça fait quelque chose. Par exemple, je vais en mettre une ici, j'ai fait un road trip récemment, j'étais à San Francisco, je suis allé dans les parcs nationaux. Et là, je suis en train de voir en fait quelque chose que j'ai filmé en 3D. Et parfois, en fait, notamment quand c'est des gens qu'on connaît, des gens de son entourage, quand on les revoit en 3D, on se dit « waouh ». Et vraiment, c'est rare qu'une technologie donne cette impression-là. Donc là-dessus, c'est plutôt cool. Et l'autre chose, pour les gens qui font des panoramas depuis des années comme moi et qui sont toujours demandés à quoi ça servait de passer autant de temps à faire ça, c'est enfin donner un intérêt à nos panoramas. Donc comme ça, ils ne ressemblent à rien. Mais si j'appuie sur le petit bouton en haut qui s'appelle Immersive, eh bien, je suis dans mon panorama c'est en grandeur nature. J'ai absolument l'impression d'y être et c'est très cool. Et ça, c'est un fond d'écran, parce que tu peux le transformer en fond d'écran, j'imagine. Non, tu peux pas, mais bon, il y a énormément de limites dans visionOS 1. Ouais, mais bon, après, évidemment, ça donne un peu l'impression qu'Apple a volontairement bridé les fonctions pour s'assurer que tout le monde fasse la même chose et pas tout le monde s'éparpille. Mais c'est dingue, parce que c'est toi, tu as pris cette photo avec un iPhone, quoi. J'ai pris cette photo avec un iPhone. Et rien que là, déjà, en mirroring, on se rendait compte de la qualité. C'est fou. Complètement. J'ai un autre truc que je pourrais vous montrer que je trouve absolument génial, c'est de la réalité augmentée. Je pourrais vous montrer les dinosaures, mais le temps que ça charge, on en a pour 3 minutes, donc on n'a pas le temps de faire ça. Mais je vais vous montrer un petit jeu que j'ai découvert tout à l'heure, qui permet en fait de jouer à des jeux de société en réalité augmentée. Et vous allez voir, il faut attendre que ça charge, ça va être normalement assez rapide, mais pour moi, ça ouvre un potentiel, notamment pour des lunettes un jour, avec juste de la réalité augmentée complètement énorme, puisque ça permet de faire des choses qu'une tablette, un téléphone ne peut normalement pas faire, en ajoutant des éléments virtuels au réel. Ce qu'on va faire ici, c'est que je suis en train de télécharger des jeux de société. On va prendre les échecs, par exemple. Dès qu'ils apparaissent, ça va pas trop tarder normalement. Voilà. Alors là, on se retrouve, c'est vrai, en réalité augmentée. Je vais attraper la table d'échecs et je vais la mettre sur la table ici. Là, j'ai une table là. Et en fait, regardez, si j'attrape la touche là, j'arrive pas à l'attraper évidemment. Je peux l'attraper et la mettre ici. Et en fait, moi, je vois ça en 3D. Donc, j'ai vraiment un plateau devant moi qui me permet de jouer avec quelqu'un de virtuel. Ah oui, c'est en 3D, c'est réaliste, ça tient sur la table. Et du coup, tu peux, ça peut être interactif avec quelqu'un d'autre qui a le même masque. Comment ça se passe? Alors, je le verrai sur pas. Le même réseau. C'est un des défauts de cette première version de l'OS, c'est qu'on ne peut pas intégrer quelqu'un qui a le masque à sa réalité virtuelle. Par contre, si on a tous les deux le jeu et qu'on joue en local, on a chacun notre propre tableau et on peut jouer en direct. Par contre, je ne verrai pas ses mains, je ne verrai pas sa tête, c'est un peu la limite. Mais par contre, c'est vraiment rigolo. Vous regardez vraiment si j'attrape la pièce et que je l'emmène avec moi. Alors, en fait, elle est cadrée. Ouais, elle est dans une espèce de cage. Si j'attrape la pièce et que je veux la mettre ici, ça n'a aucun sens de faire ce move. Non, si je joue aux échecs, on me détestait, mais bon, moi, je me suis fait manger madame. T'es vraiment nul aux échecs, parce que là, franchement, ce coup-là. C'est pas grave. En tout cas, voilà, si tu veux, François, te mettre, regarde le plateau d'échecs sur ton ordinateur. Je croyais que tu allais me l'envoyer dans la figure. Désormais avec un plateau d'échecs. Oui, il est là. Ça marche vraiment bien. Il est où? Il est là, il est par là. Il a ta main droite. C'est dingue. Il est bientôt 21h. On revient dans un instant. C'est vrai qu'on est tous bluffés par ces démos en direct et j'espère que vous aussi, je pense que vous aussi, de l'autre côté de votre télé ou devant votre smartphone, vous êtes impressionnés. On revient dans un instant. Il nous reste quelques minutes encore à passer avec Nicolas. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Avec un Tech & Co exceptionnel ce soir, Tech & Co la quotidienne, qui a comme invité exceptionnel le Vision Pro d'Apple. Voilà, il est sorti, je vous le disais, vendredi dernier aux États-Unis. Il est déjà sur notre plateau grâce à Nicolas Lelouch, journaliste à Numérama, qui nous fait l'amitié d'être là ce soir. Nicolas qui le teste depuis quelques jours et qui nous fait part de son expérience. Voilà, c'est comme si on était entre nous, mais vous êtes là aussi. C'est en direct. Alors, il y a des petits bugs, mais je trouve que depuis le début, ça marche super bien parce que l'idée, c'est de vous montrer
montrer ce que voit Nico sur votre écran de télé. On a mis en place un système de mirroring qui vous permet d'avoir une retransmission de l'écran de Nicolas Lelouch en direct. Voilà. Et si vous êtes là avec nous à la télé ou en replay, vous voyez, Nico, si tu tournes la tête, on voit en temps réel que tu tournes la tête. Ah, il y a un petit papillon. C'est mignon. Un papillon qui se pose sur ma main. Alors, si vous êtes avec nous à la radio, comme je disais, c'est plus compliqué quand même, parce que là, il y a des moments où vous devez être perdu. Mais c'est simple. Évidemment, c'est une émission qui est plus visuelle que celle d'habitude, mais je vous invite après à regarder le replay. Vous verrez que, évidemment, ça a une toute autre dimension. Là, qu'est-ce que tu nous fais? Encore une démo? J'ai offert une démo de réalité augmentée. Alors, à quoi ça sert au quotidien? Pas à grand-chose. Mais l'idée, c'est de montrer... Non, alors, tu sais quoi, on adore les trucs qui servent pas à grand-chose. C'est ça, c'est ça le truc. En fait, ce qui est dommage avec cette démo, c'est que visuellement, quand on la voit avec le casque, on se dit vraiment « Ah ouais, c'est complètement dingue ». Alors que quand on est sur une retranscription 2D, on devine l'idée, mais on n'a pas la sensation que ça va être. Donc là, pour l'instant, il y a juste un petit dinosaure qui joue. C'est pas tellement intéressant, sauf qu'il y a un grand dinosaure, un T-Rex qui va débarquer et qui va s'approcher. Il est où le petit dinosaure? On le voit pas. Il est là, vous le voyez. Ah oui, il est là, tout petit, d'accord. Ouais. Il est ici. Et là, tu peux pas zoomer dans l'écran, par exemple? Non, parce que c'est un portail sur le monde réel qui s'est ouvert. Et l'idée, c'est que des choses peuvent sortir de ce portail pour venir dans notre monde. Donc ça, c'est juste une démo technique. Ce qui est marrant, c'est qu'elle est intégrée par défaut sur tous les casques quand on l'achète. Donc il y a une volonté d'Apple que les gens essayent cette démo pour voir le potentiel de la réalité augmentée. Mais il n'y a pas d'usage réel de ça. C'est plus une démo technique pour vous montrer à quel point les graphismes du casque sont bons et à quel point ça prend bien en compte la réalité. Et ça, c'est quoi? C'est un moteur 3D? C'est une vidéo, à ton avis, ou c'est un moteur 3D? Non, c'est un moteur 3D parce que c'est jamais les mêmes choses. C'est différent à chaque expérience. Le papillon s'est posé sur moi là, mais il aurait pu ne pas se poser. Et là, le dinosaure, en fonction de ce que je fais avec lui, va interagir différemment. Il peut avoir peur de moi, il peut accepter ma présence, il peut me donner un coup. Il y a vraiment cet effet-là au niveau de l'immersion. Donc là, vous allez voir ce qui est très cool, même si c'est moins visuel en vrai. Déjà, moi, je le vois. La montagne, je la vois vraiment à plusieurs centaines de mètres, plusieurs kilomètres même. Et là, le dinosaure, il s'approche de moi, il est en train de sortir du cadre. Fais gaffe! Waouh! Je peux le toucher, en fait, et il est vraiment complètement... J'ai une tête immense. Alors là, il a essayé de me bouffer la main. Ça fait un peu peur. Et ce qui est fou, vous allez sûrement le voir, c'est que parfois, il dépasse du cadre. Oui. On a vu sa tête tout à l'heure sortir du cadre. Ça crée l'immersion. Là, je ne sais pas s'il va venir. Il part. Mais on a vraiment un dinosaure géant qui dépasse et qui vient vers moi. Donc rien que ça, c'est assez fou. Voilà, je sais pas, il veut manger mon ordinateur, mais il n'a pas aimé que je le touche. Mais franchement, je vous dis, il n'est jamais resté aussi longtemps. D'habitude, il part en 3 secondes. Ah là, il a eu peur, il a reculé. Non, mais il a peur parce qu'il y a un autre dinosaure qui arrive. Non, mais je pense que aussi, comme il sait qu'il est à la télé, il se dit tiens, je vais briller de 1000 feux. Oui, il a voulu. D'habitude, il est agressif. Là, il était super gentil. J'ai pas trop compris. Tiens, puisque on parle de jeux vidéo, est-ce qu'il y a des jeux hyper immersifs aujourd'hui avec cette qualité? Alors, on sait que par exemple sur le casque de Meta, il y a Resident Evil. Enfin, il y a des trucs, tu vois, qui sont vraiment très immersifs. Ouais. Il y a des trucs similaires ou pas? Non, et c'est un parti pris d'Apple pour l'instant, parce que évidemment ça va arriver. Leur parti pris de se différencier du reste de l'industrie VR qui mise sur des jeux immersifs à 360 degrés et de plutôt miser sur des expériences qui prennent la forme de fenêtres. Donc en fait, par exemple, Fruit Ninja, on connaît tous Fruit Ninja sur le téléphone, ça va être un petit bonhomme qui se balade à l'intérieur de sa pièce et qui distribue des fruits et on les coupe avec ses mains. D'ailleurs, ça marche très mal. Il y a un problème avec le suivi des mains, ça saute un petit peu. Je ne sais pas pourquoi ça se passe aussi. Et tu vois, par exemple, sur le Meta, le Quest, tu as le ping-pong, il y a le tennis, il y a plein de jeux. On n'a pas de jeu immersif comme ça qui te rentre à 360 degrés dans le jeu. Tu n'as que des trucs, par exemple, le jeu d'échecs qu'on a vu tout à l'heure, Cut the Rope, on va avoir une fenêtre qu'on coupe en 3D, Fruit Ninja. Et ce qu'Apple met en avant, surtout, c'est par exemple la possibilité de jouer un jeu de sa PlayStation avec l'écran de la PlayStation devant soi et une manette. Sauf qu'on a un écran de 105 pouces qui est tellement fluide que c'est mieux qu'une télé. Mais il n'y a pas encore de possibilité. C'est intéressant ce parti pris, de se dire de ne pas avoir de jeu, on va dire. Il y a des annonces qui ont été faites quand même. Il y a des annonces qui ont été faites par des éditeurs qui disent nous allons sortir telle et telle expérience sous forme de jeu immersif pour le casque. Mais c'est effectivement pas disponible Day One. Une des limites, c'est qu'il n'y a pas de manette. Il n'y a pas de manette contrôleur 360 degrés, donc il faut remplacer la manette par des mains et pour un jeu vidéo complexe, c'est impossible. Mais mais par exemple, tu vois, un shoot'em up, par exemple, tu peux très bien imaginer. Oui, avec des pistolets à la main. Ouais, des pistolets, des trucs comme ça pourrait le faire. Est-ce que, à ton avis, les capteurs sont assez précis pour qu'on puisse jouer, interagir avec un jeu? J'en ai aucun doute parce que tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant au niveau du contrôle des mains, y compris, on va le faire là, on se met dans un environnement, mes mains, je les vois alors que je suis en réalité virtuelle, ce qui normalement n'est pas possible en réalité. Donc là, c'est des fausses mains?
C'est un rendu 3D de mes mains en temps réel, mais c'est mes mains. On voit les lignes de mes mains, je vous confirme que c'est mes mains quand je les touche. C'est pas des fausses mains. C'est pas là d'ailleurs, il y a l'éclairage du studio fait que ça scintille un petit peu, mais c'est pas censé scintiller autant. Il y a aussi le fait que quand on fait du partage d'écran, ça réduit la performance du casque. Donc du coup, ça joue aussi. Est-ce que ça n'aurait pas été une bonne idée justement d'utiliser cette reproduction des mains pour agir sur l'écran virtuel, sur les icônes? C'est ce que tu peux faire, regarde. Attends, je vais te montrer. Alors les icônes, peut-être que ça va être... faudrait que je l'avance comme si c'était un iPad, regarde, c'est possible. Genre si je clique... alors les icônes, c'est pas possible. Mais on va aller dans Safari. Donc là, tu lances le navigateur. Tu peux cliquer les liens avec les mains dans Safari? Complètement, mais bien sûr. En fait, si tu approches Safari ici... Comme un iPad. En fait, je peux tout défiler comme un iPad. Ah ouais, c'est ça qui est top. Si je veux aller sur Numérama, on va aller sur Numérama et je vais avoir la possibilité de faire défiler les articles comme ça. Donc tu n'as plus besoin d'utiliser les yeux. Non, bien sûr. Et tu peux faire ça, là on fait avec une application, mais on va ouvrir d'autres applications, j'essaie d'en avoir... Alors je sais pas où sont mes réglages, là je les ai lancés mais il ne s'est rien passé. Peut-être qu'ils sont déjà quelque part dans l'interface, donc du coup ça veut pas. Ça aussi c'est fort. Vous avez les réglages qui sont en dessous à droite. Retrouver sa fenêtre. Il faut retrouver la fenêtre des réglages. Alors là voilà, on a les photos ici, on va les approcher, on va approcher ici. Et on lit des testeurs qui disent j'avais laissé ma fenêtre dans le salon, je suis parti dans la cuisine. C'est vrai. Le problème avec les réglages, dans les tests. c'est l'App Store peut-être. Alors l'App Store c'est bon. Il faut que j'attrape la fenêtre, on va la mettre là. Donc là, tu nous fais une démo de plusieurs environnements. Je vais avoir 3 iPads en fait. C'est ça qui est assez fou, c'est que je vais juste la mettre mon doigt sur l'interface. Et ça, c'est fluide. Tu sens, tu as vraiment la même sensation que sur un iPad. Tu as la même sensation sans le toucher. Ce qui en fait quand même est un peu troublant. J'ai vu des gens qui donnaient un conseil qui disaient pour que ça marche bien, vous mettez un carnet, vous posez la fenêtre sur le carnet et du coup vous touchez le carnet. Ouais. Et c'est pas bête parce que ça peut créer la sensation. Mais par exemple là, si je veux changer d'application, je touche les photos. Ça marche. Ici, je touche, je vais avoir mon article. On pourrait imaginer un retour haptique avec la montre. Si je veux avoir le clavier, je mets le clavier là et voilà, je peux taper ce que je veux. Pas d'interaction avec l'Apple Watch, c'est une bonne question de Julien aujourd'hui. Il n'y en a pas. Aucune. Non, aucune. Non, mais on pourrait imaginer un retour haptique qui passe par la montre, puisqu'on la porte au poignet. Il y a des systèmes de vibration possibles. Évidemment, évidemment. C'est une bonne idée. Je pense que. Je donne l'idée à Tim Cook. Si les ingénieurs d'Apple n'y ont pas pensé, je pense qu'ils y ont pensé. Mais oui, je pense c'est vrai que ça peut être une très très bonne idée. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'interaction avec l'iPhone, la Watch. Par exemple, moi, ce que je trouve vraiment bête, c'est que là, je veux déverrouiller mon iPhone. Je ne vais pas pouvoir parce que Face ID avec le casque ne me reconnaît pas. Ah, zut. Alors qu'il pourrait en fait avoir une technologie qui s'appelle Optic ID, qui est la reconnaissance d'iris, qui marche du feu de Dieu sur ce produit. C'est-à-dire que si je veux me connecter à mon compte Google, et au lieu de mettre mon mot de passe, je clique juste sur mon compte et automatiquement, ça va me mettre la reconnaissance d'iris et se connecter. Il n'y a rien à faire. Mais il n'y a pas le relais sur l'iPhone pour utiliser Optic ID pour déverrouiller mon iPhone. Est-ce que tu peux avoir le mirroring total de ton iPhone sur le Vision Pro? Non plus, c'est pas une fonction proposée au lancement. Ça, c'est dommage. Alors, il y a une appli qui, de ce que j'ai vu, a été lancée qui permet de faire ça, mais effectivement, c'est pas une appli native. Mais par contre, alors là je c'est dommage parce que franchement, imagine, tu vois, tu as envie d'envoyer. Alors, j'imagine. Alors, tu le vois. Moi, je vois pas parce que j'ai ce problème, ce que je vous dis, la fameuse Vergence Accommodation, qui fait que je suis incapable de voir près avec un écran si près de mon visage. Mais les gens normaux, entre guillemets, je suis sûr peuvent que là, manipuler leur iPhone. Si on vous met à tous les trois, il y en a au moins un des trois qui voit son iPhone en Retina, comme si c'était l'écran du casque. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, parce que la preuve, encore une fois, si je regarde. Si je m'approche de mon écran là, vous le voyez net. Alors on va le faire comme ça. Là, vous devriez le voir net. Donc du coup, l'écran est retranscrit net par le casque. C'est juste ma vision le problème. Donc on n'a pas besoin de projeter l'écran de son iPhone dans le casque à partir du moment où on peut le voir en portant le casque. Alors juste un mot sur l'informatique spatiale, parce que c'est vrai que donc tu peux avoir ton Mac qui apparaît comme par magie, qui flotte dans les airs. On ne peut pas le faire là parce que ça ne marche pas en mirroring. Ça va couper le mirroring. Ça va couper le mirroring. Mais en revanche, si tu as déjà essayé d'envoyer un mail, un SMS, avec justement le clavier comme ça avec tes mains, en tapant dans les airs en quelque sorte, est-ce que ça marche bien? Est-ce que c'est mieux par exemple l'assistant vocal, le faire à la voix avec Siri? Alors la voix, c'est pas possible en français pour l'instant. Qu'en anglais, oui, donc du coup ça élimine 90% de mes conversations. Le clavier virtuel fonctionne pour taper un code Wi-Fi, pour prendre une note rapidement, pour répondre à un message, genre d'accord, j'ai vu, j'arrive. Mais plus long, je le recommande à personne. Il est pas pratique, mais étant donné que c'est un ordinateur, il y a le clavier et la souris qui sont supportés. Donc du coup, ce que je recommande, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai écrit plusieurs articles avec, on met juste le clavier Bluetooth et on écrit avec le clavier Bluetooth, ça marche très bien comme ça, c'est beaucoup plus pratique, ça gère le clavier AZERTY en plus dès maintenant. Donc il vaut mieux avoir un clavier pour écrire des messages. Par contre, travailler avec pour répondre à ta question, je l'ai fait. Donc je projette en fait l'écran de mon Mac
en géant. Là, ça se voit d'ailleurs, ça vient d'apparaître à l'écran actuellement. J'ai un bouton Connect qui va me permettre, soit je le touche avec le doigt, comme ce qu'on disait il y a 10 secondes, soit je le sélectionne en le regardant. En fait, ça va mettre l'écran là et le mettre en géant devant moi. Okay. Du coup, je vais travailler avec mon clavier et ma souris. Si je peux déplacer la souris du Mac et la mettre dans une application VisionOS et ça marche. Il y a une vraie connexion entre les différents appareils comme ça. Et j'ai écrit 3 articles sur Numérama comme ça. On a fait du montage de vidéos, j'ai fait de l'édition de photos. Je l'ai gardé au moins 3-4 heures d'affilée avec le Mac en géant comme ça. Et c'est super bien pour travailler. Ça fracasse. Pourtant, j'ai un bon écran au bureau, mais ça fracasse l'écran. Hein. Voilà.